Bonjour à tous à un autre webinaire de Canada Vie. Notre sujet aujourd'hui est s'épanouir dans la vie à laquelle vous ne vous attendiez pas. Si vous voulez écouter la version française pour la session d'aujourd'hui, vous pouvez accéder à l'interprétation française tout simplement en cliquant sur le bouton Écouter en français. Avant de commencer notre sujet aujourd'hui, j'aimerais, reconnaître que bien que nous, soyons rejoints par des personnes venant de tout le Canada, nous ne sommes pas les seuls, de tout le Canada et nous, organisons cet événement dans notre bureau de Toronto, qui est situé sur le territoire, de Toronto, territoire des Mississaugas, Anishinabeg et Haudenosaunee, Huron-Wendat. Et nous aimerions, dire aussi que cela s'étend à toutes les personnes qui vivent sur le territoire de Toronto et donc nous voulons, reconnaître bien sûr, le territoire, de, ces terres, la gestion collective et le partage de la terre et des ressources qui s'étend bien sûr à toutes les nations qui vivent aujourd'hui dans le monde. Si vous voulez poser des questions, bien sûr, ce sera possible dépendamment de l'appareil avec lequel vous vous joignez à nous. Vous voyez, Slido ici qui apparaît à l'écran et vous allez pouvoir, aussi, vous connecter sur Slido via slido.com et ensuite, vous insérez le code. Ce code peut être trouvé, en bas, des diapos et nous allons bien sûr essayer de répondre aux questions qui nous arrivent, qui nous parviennent. Alors, gardez l'œil ouvert sur Slido, donc hashtag, ou dièse, CL Wellbeing ou alors dièse CLV Bien-être. Donc, vous pouvez bien sûr voter aussi. On va pouvoir voter à des questions qui sont les plus populaires et ce sont ces questions-là qui vont être posées. Nous allons bien sûr à la fin aussi avoir un peu de temps pour pouvoir poser certaines questions. Alors, comme d'habitude, il y a Marianne qui se joint à nous, directrice de la collaboration de la stratégie sur le lieu de travail, ainsi que tous les membres de Canada Vie, les membres qui s'occupent du bien-être chez Canada Vie. Voilà. Nous avons compilé aussi, une liste de ressources, auxquelles nous allons faire référence aujourd'hui et si vous désirez voir ces ressources, eh bien, il y a un lien aussi en bas de votre écran. Alors aujourd'hui, nous allons bien sûr accueillir nos, intervenants qui vont nous donner davantage d'informations. Alors, l'Association pour la santé mentale du Canada a déclaré, cette première semaine de mai, comme étant, la semaine, pardon, de la santé mentale au Canada. Et donc, ils expliquent, que collectivement et individuellement, nous avons tous plusieurs couches, si vous voulez, et plusieurs histoires qui font, que nous sommes ce que nous sommes. Et on a reçu beaucoup de questions par le passé, par rapport à comment on peut faire pour gérer notre vie, de toutes les manières. Beaucoup de questions sont liées aux défis et à l'acceptation du changement. Il y a des changements qu'on a désirés, mais il y a aussi des changements qu'on n'a pas choisis, qu'on n'a pas désirés. Et aujourd'hui, justement, avec Marianne, nous allons parler de ces situations assez fréquentes qui sont liées au changement et comment peut-on mieux nous adapter au changement. Alors, le changement, c'est justement l'un des éléments sur lesquels vous pouvez compter sur la vie parce que le changement est constant, que ce soit chez nous, à la maison, au travail ou ailleurs. Le changement peut être fantastique, mais aussi ça peut être source de stress. Et je suis persuadée que nous avons beaucoup d'exemples d'agents stressants dans la vie. Ça peut être la perte d'un être cher, un divorce, un déménagement, une blessure, mais lorsqu'on parle de changement, même des petits changements, eh bien, peuvent interférer avec nos ressentis, nos sentiments, avec, notre sentiment de confort dans la vie. Parfois, on peut choisir le changement, mais malgré ça, cela peut provoquer un stress, non désiré. Souvent, on a l'impression que le changement dans notre vie, est hors de notre contrôle. Cependant, imaginez comment à quel point la vie serait ennuyante si on n'avait aucun changement, si, il y avait aucun imprévu qui se passait dans nos vies. Donc aujourd'hui, nous allons voir s'il est possible de s'épanouir, justement, quand on fait face à un changement ou à l'inattendu. Je vais bien sûr parler, de ces circonstances de la vie,
auxquels on ne s'attend pas. Donc, bien sûr, le fait de faire face à des changements multiples peut être quelque chose qui nous submerge, mais en même temps, notre bien-être, bien sûr, peut souffrir de cela. Nos relations peuvent être aussi, surchargées par cela et donc maintenant que nous parlons, de changements de vie, inattendus, que ce soit chez nous, à la maison ou au travail, eh bien, c'est important d'explorer comment est-ce qu'on peut aborder le changement, essayer de voir comment est-ce qu'on peut développer certaines compétences dont on a besoin justement pour s'épanouir à travers le changement. Donc, même si on a parfois des événements de vie qui sont similaires, ce sont nos circonstances individuelles qui font en sorte que l'on fait face au changement d'une manière qui est unique à nous. Bien sûr, le changement est plus facile à accepter pour certains que pour d'autres, mais c'est important d'anticiper, de s'adapter, d'accepter, de changer et d'éviter et nous allons bien sûr, réussir à parvenir à un endroit où on va pouvoir gérer le changement et aborder le changement d'une manière différente. Bien sûr, le taux de changement s'est accéléré au cours des dernières années et cette tendance, bien sûr, va se poursuivre. On peut penser peut-être que on a notre vie qui est tout à fait planifiée, mais c'est assez rare que la vie suive, nos plans et il y a des changements auxquels on fait face. Parfois, certains sont soudains, et inattendus, par exemple, le décès d'un être cher ou alors la perte d'un emploi ou alors ça peut être des changements qui sont moins soudains, ça peut être des changements qui, surviennent petit à petit au fil du temps et à ce moment-là, par exemple, on reconnaît qu'une relation à long terme qu'on a eue, eh bien, ne fonctionne plus. Peu importe le cas, il y a un questionnement, qui sommes-nous et où est-ce qu'on s'en va? Donc, le premier jour, c'est le jour de l'anticipation. Donc, par définition, cela veut dire qu'il faut qu'on se prépare aux changements constants. Alors, je pense que, heu, même si je ne peux pas m'attendre à un changement particulier, je ne peux pas, savoir exactement quand est-ce que ça va arriver, je peux tout de même anticiper et m'attendre à ce que les choses changent et il y a certaines choses, qui vont changer, ça on le sait, telles que par exemple la technologie qu'on utilise au travail et justement en anticipant ce changement, eh bien, il est moins probable que ce changement justement nous provoque, du stress. Lorsque le changement est inattendu et lorsqu'il survient et que j'ai l'impression que j'ai de la misère à faire face, eh bien, à ce moment-là, il y a une chose qui peut nous aider, c'est vraiment de prendre quelques minutes et prendre en note de ce qui n'a pas changé autour de moi. Qu'est-ce qui est fiable? Qu'est-ce qui est constant? Par exemple, si, j'ai, une relation la perte d'une relation, ou alors, par exemple, un changement au niveau de mon travail ou que je change d'emploi. Il faut regarder autour de nous quelles sont les constantes dans notre vie, par exemple, les collègues, les amis et donc cela peut nous aider à changer de perspective. Quelles sont vos, réflexions par rapport à cela, Marianne? Eh bien, moi, je pense que on a pu, voir d'après certaines études qui ont été effectuées sur, le stress post-traumatique, le dénominateur commun à ces, cas, c'est que lorsque vous êtes aveuglé par quelque chose, lorsque vous avez l'impression que cela vous a, surpris, ce changement et bien, à ce moment-là, vous allez être plus traumatisé émotionnellement que lorsque c'est quelque chose auquel vous vous attendez. Donc l'anticipation peut justement faire la différence entre le fait d'être capable de faire face ou alors d'avoir, eh bien, un impact dans votre vie qui soit plutôt à long terme. Donc certains exemples de cela, par exemple, un des soldats avec qui je travaillais m'ont dit que ces personnes qui sont allées sur des scènes de guerre en anticipant qu'ils allaient être des héros, heu, eh bien, avaient plus de chances d'être traumatisés que ceux qui, se sont rendus sur une scène de guerre en sachant que peut-être, qu'ils allaient devoir faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait auparavant dans votre vie, des choses dans leur vie, des choses difficiles et on peut voir cela, eh bien, dans toutes les professions. Les personnes qui, par exemple, embrassent la profession, des infirmiers ou des soignants en pensant qu'ils vont tout simplement seulement soigner des gens qui vont les adorer,
ou les profs aussi qui vont penser que les élèves vont les adorer, eh bien, ont plus de chances d'être déçus. Des personnes, par exemple, qui répondent au téléphone en pensant que les personnes vont être reconnaissants et positifs, risquent d'être aveuglés par cela. Donc, toute cette idée d'anticipation est vraiment cruciale et joue un rôle très important. Cela vous permet d'anticiper le bien comme le mal aussi, les bonnes choses comme les défis. Dans notre vie personnelle, il faut que nous réfléchissions à notre vie et quelles sont les choses qui normalement arrivent dans une vie. Il y a des déceptions, des pertes, des frustrations, des relations qui ne fonctionnent plus. Ils ont des problèmes de santé. Ils doivent faire face à la perte d'un être cher. Et lorsque vous réussissez à comprendre que ces choses vont arriver et que vous pouvez anticiper, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir un impact, à long terme qui sera beaucoup moins significatif. Je parle d'un impact négatif. Merci, Marianne. Alors, notre, prochaine étape, c'est l'acceptation. Il faut accepter les changements qu'on ne peut pas changer, les changements qu'on ne peut pas contrôler. Donc moi, je pense, par exemple, à tous ces moments sur le lieu de travail où une nouvelle technologie a été introduite, un nouveau processus de travail et ma réaction a toujours été, eh bien, de procrastiner jusqu'à ce que vraiment on soit obligé de l'utiliser. Et lorsqu'un nouveau processus a été mis en place, je me suis rendu compte combien de temps j'ai perdu à y penser, à réfléchir et à remettre les choses à plus tard. Et lorsque j'étais obligée de m'y mettre, et puis je me suis rendu compte que finalement, c'était effectivement plus facile. Donc, j'aurais pu m'éviter beaucoup de stress non nécessaire. J'essaie donc toujours de me rappeler que c'est important de ne pas procrastiner, de remettre les choses à plus tard parce que cela nous fait perdre du temps. Et il y a beaucoup de changements qui sont hors de notre contrôle, que ce soit une réorganisation, une restructuration, de nouveaux processus, de nouveaux outils qui sont introduits dans notre travail. Lorsque vous pensez à tout cela, il ne fait aucun sens de résister au changement parce que c'est un changement qui est hors de notre contrôle. Mais la résistance, parfois, survient tout de même. Parfois, on a l'impression que cette résistance, eh bien, peut être le fruit d'une peur. On a peur que sur notre lieu de travail, on va pas être à l'aise, on va avoir plus de travail, qu'on pourra pas gérer. Et on peut bien sûr s'éloigner de cette peur en reconnaissant pourquoi est-ce qu'on est résistant au changement et se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Donc, les nouvelles procédures, la technologie qui est déployée. À ce moment-là, on va pouvoir s'inscrire, par exemple, à de nouvelles formations pour être justement plus à l'aise. Et j'aimerais te poser la question, Marianne, quelles sont tes réflexions par rapport à l'acceptation de ces choses qu'on ne peut pas contrôler? Eh bien, je pense que, heu, c'est important de se lancer. Moi, je suis de ce genre-là, j'accepte, lancez-moi les choses et je vais gérer. Quand on parle de l'acceptation, c'est vraiment l'idée que c'est ce que c'est. Les choses sont telles qu'elles sont. Le fait de désirer qu'un changement ne soit pas survenu ne va pas effacer le changement. Et donc, l'acceptation est réellement euh, le fait de regarder les choses objectivement, de comprendre que voilà, il faut maintenant faire face à ce qui se passe. L'une des situations dans laquelle je me suis trouvée moi-même, c'est lorsqu'on a diagnostiqué ma mère d'une maladie terminale. Évidemment, j'ai résisté, à ce diagnostic terminal. Je l'ai emmenée à différents autres médecins, je cherchais des choses, l'information sur internet, je l'amenais chez d'autres médecins pour qu'elle soit testée parce que je voulais trouver une autre réponse. Je voulais trouver, une guérison, une cure, je voulais trouver un moyen de prolonger sa vie et lorsque j'ai finalement accepté, Heu, lorsque j'ai finalement accepté que c'était comme ça, et bien, à ce moment-là, j'ai été en mesure de passer à la changer. C'est-à-dire que j'ai dit à ma mère: «Maintenant, on va arrêter de te pousser dans tous les sens. On va juste t'assurer que tous les jours, tu te sens aimée, valorisée» et ça l'a a tout changé pour elle. Ça a tout changé pour nous aussi et c'est vraiment
C'est ça l'acceptation. Vous savez, on a parlé des relations aussi. Lorsqu'une relation, doit être rompue, eh bien, c'est ce que c'est. Bien sûr, vous voulez essayer de réparer les choses. Vous voulez essayer, par exemple, d'aller chez un psychologue, pour les couples, essayer de réparer la relation. Mais c'est important de comprendre que lorsque ça arrive, les choses sont telles quelles et le fait de décider de rester dans cela ne sera pas la réponse. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'avec, toutes ces choses, on doit peser le pour et le contre. Il faut réfléchir de manière objective et rationnelle au lieu de penser avec ses émotions. Si j'accepte que c'est comme ça que les choses sont, quels sont les pour et quels sont les contre de cela? Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'il sera plus facile de prendre une décision objective pour vous-même. On a quelques questions maintenant qui, nous parviennent. Ce serait peut-être une bonne idée de commencer à y répondre et c'est lié à ce dont j'ai parlé tout à l'heure. La question qui reçoit le plus de votes, c'est comment faire face aux sensations de burn-out lorsque vous avez l'impression de ne pas voir, la fin ou la lumière au bout du tunnel, où vos employés vous, submergent de nouvelles tâches et de nouvelles responsabilités, comment est-ce que vous faites pour rester résilient? Eh bien ça, c'est la réponse ici va être très pratique, parce que je suis une personne très pragmatique moi-même. Une partie de la raison qui fait en sorte qu'on souffre de burn-out, c'est parce que, on est soumis à toutes ces peurs, ces craintes, par exemple, de pas, répondre aux attentes et ce qu'il faut qu'on change, ce n'est peut-être pas nécessairement la quantité de travail. On doit plutôt changer notre attitude par rapport à cela, à la manière de penser, à notre manière de penser. Donc moi, j'essaie dans ces cas-là de ralentir tout, la manière dont je parle, la manière dont je travaille, la manière dont je réfléchis, parce que mon esprit, dans ces cas-là, est à 100 000 à l'heure et ça nous aide pas ça. Donc je me concentre aussi sur une chose à la fois afin de ne pas faire d'erreur, de ne pas gâcher quelque chose et de pouvoir être vraiment concentrée sans être distraite. Et l'autre chose que je fais aussi, eh bien, j'essaie d'établir des priorités parce que lorsque je suis en burn-out ou en stress, ou submergée, eh bien, j'ai l'impression que tout est urgent, que tout est important, que tout est crucial. Et à ce moment-là, je comprends que c'est mon esprit, c'est ma réflexion, qui est comme ça, mais cela ne reflète pas nécessairement la réalité. Donc à ce moment-là, c'est important d'écrire ce qui d'après moi, le temps que ça va prendre pour faire chaque tâche. Je vais montrer ça à mon patron et je vais dire: «OK, aide-moi à établir des priorités parce que je travaille 40 heures par semaine. Qu'est-ce que, je dois faire et ne pas faire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose ici, que peut-être, je pourrais faire en moins de temps? Ou alors quelque chose, que vous ne saviez même pas que je faisais ou que, ça prend plus longtemps que ce que tu pensais?» Donc il y a des manières assez simples pour, devenir assez pragmatique avec, les priorités. Merci. Merci Marianne, Samuel, merci Aïda. Ah bien, j'écoutais, Hailey Wittenheiser dans son discours, excellente athlète, canadienne qui parlait justement de l'importance de s'adapter au changement et donc, elle a utilisé la phrase, «Fleurissez là où vous êtes plantés, là où vous vous trouvez». J'ai trouvé, que cette citation faisait référence à la Bible. Le fait de fleurir là où vous vous trouvez, ça veut dire qu'il faut trouver les opportunités de croissance là où on est malgré les circonstances. Dans un contexte de changement, cela veut dire se pencher sur toute crainte. Pour essayer de faire le mieux qu'on peut, tirer le meilleur parti de chaque opportunité, de chaque situation. Moi, je l'ai entendu parler dans de nombreuses conférences publiques qu'elle a faites. C'est aussi une maman et elle a parlé de ce qui l'a aidée dans son succès et vous pouvez trouver beaucoup d'extraits de ses vidéos sur YouTube et elle parle beaucoup de la manière de tout équilibrer.
dans sa vie et elle mentionne dans son vidéo que le fait de s'adapter, la capacité de s'adapter dans la vie est très, très important. Si vous ne vous adaptez pas, eh bien, vous allez être laissé à la traîne. Vous devez être ouvert aussi au retour d'impression pour réussir dans la vie et ça a été, vraiment, très important. Maintenant, bien sûr, on essaie de se concentrer sur, comment tirer le meilleur parti d'une situation et c'est important de, se poser les bonnes questions et de dire: «Est-ce qu'il y a quelque chose de positif que je peux en retirer?» que ce soit en tant qu'opportunité de carrière. Est-ce que cette situation actuelle m'ouvre des portes pour des opportunités futures, pour des objectifs futurs? Donc c'est très important. On a tous entendu parler de l'entrevue exit lorsque, par exemple, on perd notre emploi au sein d'une entreprise et qu'on te pose la question: «Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment pour garder votre emploi?» Et donc, nous savons que le changement arrive autour de nous et on se concentre sur l'adaptation. Peut-être qu'on pourrait, vérifier avec nos, supérieurs, s'assurer que nous avons les informations dont nous avons besoin pour réussir, demander des retours d'impression pour justement avoir l'opportunité d'établir de nouveaux objectifs. Marianne, quel est ton point de vue par rapport à ce que j'ai dit? Pour moi, c'est quelque chose qui semble évident. Si vous regardez, la, santé et la sécurité psychologique au travail au Canada, ce qu'ils soulignent, c'est qu'ils disent que vous devez avoir une participation significative des employés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez parler à vos employés. Il faut que vous compreniez comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à leur travail et c'est ça, en fait, l'objectif de cette, interview. Si vous demandez à Samia, qu'est-ce qui est positif par rapport à cet emploi? Pourquoi est-ce que vous êtes encore ici? Qu'est-ce que vous aimeriez changer pour qu'on devienne, un lieu de travail idéal pour vous? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour justement réaliser cette vision? Ce sont ces types de discussions avec les employés qui vont vous donner tellement de retours d'impression sur lesquels vous pouvez agir. C'est beaucoup plus utile que lorsque vous demandez à votre employé: «Pourquoi est-ce que vous nous quittez?» C'est un petit peu trop tard déjà et à un moment donné, les gens aussi, peuvent vous donner des réponses qui ne sont pas honnêtes parce qu'ils ne veulent pas couper la branche sur laquelle ils sont assis ou, brûler les ponts, couper les ponts si vous voulez. Donc c'est important de savoir cela et faire en sorte que les employés puissent dire cela d'une façon positive. Lorsqu'on parle, par exemple, de s'adapter d'un point de vue individuel, eh bien, ce dont on parle en réalité, c'est est-ce que vous pouvez changer votre réflexion? Est-ce que vous pouvez changer votre perspective par rapport à cette situation en question? Pouvez-vous changer de manière d'interagir avec cette situation? Et à ce moment-là, cela devient quelque chose de très personnel, de réfléchir comment est-ce que moi je pourrais changer les choses. Comment changer son état d'esprit par rapport à une situation et cela peut faire en sorte que ça change complètement votre expérience par rapport à cette même situation. La prochaine question est liée à l'adaptation. J'ai l'impression que le monde autour de moi a changé et que mes visions et mes plans, eh bien, n'ont rien à voir avec, le nouveau monde qui a changé, donc cela provoque de l'anxiété. Oui, c'est vrai, le monde a changé autour de vous, cela, est évident et cela est le cas pour nous tous et ça, c'est intéressant parce que moi, je ne sais pas quand, dans toute l'histoire de l'humanité, quand est-ce que le monde entier, la planète entière a passé tout ensemble un événement qui a changé la vie. Maintenant, moi, je sais ce qui est important pour moi et je vais me concentrer là-dessus. Et il y a des gens qui sentent maintenant que le monde est un endroit qui n'est pas sûr. Toutes ces réactions sont normales à ce qui s'est passé. Si vous ajoutez d'autres éléments stressants en plus, eh bien, bien sûr que vous allez comprendre pourquoi les gens sont préoccupés. Mais à chaque fois que j'ai l'impression d'être mal à l'aise, d'avoir de l'incertitude par rapport à la vie, eh bien, maintenant, je vois ça comme un appel. Un appel pour prendre un peu de recul, réfléchir. Voilà la manière dont moi je vois les choses.
et bien sûr, vous prenez ça comme vous voulez, hein, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on a une espèce de petit signal qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est comme si quelqu'un nous chuchotait à l'oreille que quelque chose ne va pas. Ça devient un peu plus fort et à chacun de ces moments, on peut réagir et dire: «OK, c'est vrai, il y a quelque chose qui doit changer. Qu'est-ce que c'est? Je suis ouverte, je suis prête» et si on échoue, eh bien, c'est là où on va commencer à écouter parce qu'on n'aura plus le choix. Mon conseil, c'est tenez compte de ces petits signaux, de ces petits chuchotements. Faites-y attention. Il y a quelque chose qui doit changer. Je suis pas à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux faire les choses différemment? Et comment est-ce que je peux cesser de résister à ce qui se passe, de changer ma réaction vis-à-vis des choses? Marianne, vous avez fait référence, bien sûr, à la pandémie du COVID-19 qui a tout à fait changé la perspective qu'on a des choses. En même temps, cela a aussi affecté des générations, plusieurs générations qui travaillent ensemble. Et on a tous traversé une période de changement. C'était intergénérationnel et cela peut faire en sorte aussi que, bien sûr, il peut y avoir certains conflits potentiels. Vous avez mentionné aussi que les dirigeants doivent essayer de trouver des manières de gérer leurs effectifs. Parce que tout est différent maintenant. Et ce, de différentes façons, mais pour différentes personnes. Tout le monde a des défis différents, mais on travaille tous ensemble. Donc, ça peut être le fait d'essayer de nouvelles choses, d'aider les gens à naviguer à travers ces changements. Je pense que cela fait référence à toutes ces situations qui changent notre situation. Il faut essayer d'éliminer le stress autour du changement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y parvenir? Tout d'abord, je pense qu'on peut réfléchir au changement et voir si un tel changement est là pour nous aider. Heu Est-ce que c'est une distraction? Pendant des temps difficiles, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux soutenir nos effectifs, nos employés, les collègues pendant ces périodes de changement et identifier en avance tout type de ressources dont on peut avoir besoin pour la période de transition. Si on sait qu'on va traverser une période de transition pour les 3 à 6 prochains mois, un changement technologique, un changement de dirigeant, par exemple, eh bien, c'est important de s'y préparer à l'avance, de préparer nos effectifs et nos employés à l'avance, de leur fournir des ressources pour justement, eh bien, les aider pendant cette transition. Un autre élément dont on doit tenir compte, c'est d'identifier aussi, à certains membres de l'équipe, de notre équipe, d'essayer de leur demander d'identifier un mentor, quelqu'un, à qui ils peuvent demander conseil. Ça peut être, quelqu'un même, qui se trouve à l'extérieur de l'organisation, mais qui a eu à faire face à un défi similaire, essayer d'apprendre de ces personnes comment est-ce qu'ils ont navigué à travers ces changements. Vous pouvez aussi essayer de trouver, les plans, les avantages sociaux, quels sont les programmes d'avantages sociaux que vous avez. Il y a différents types aussi de coaching, de mentorat qui peuvent vous aider à naviguer à travers ces différents changements. Quelle est votre réflexion par rapport à cela? Oui, alors, sur notre site internet, nous avons les travaux du docteur Carlos Donevich concernant le fait de fusionner un petit peu avec toutes les enquêtes précédentes et propice au changement. Et finalement, ce qui m'émeut, qui m'impacte, c'est ce que l'on peut faire en général. C'est ne pas aller dans tous les sens pour pouvoir trouver un changement, mais plutôt dire, voilà, c'est un changement, voici les choses qui peuvent représenter un défi pour moi à relever. Donc, en tant que leader, en tant que personne qui est propice à discuter du changement, il faut tout à fait reconnaître que cela peut présenter un défi de taille. Il nous faut absolument trouver les solutions pour faire face à ce défi plutôt que nous toujours considérer que cela est de plus en plus incommensurable ou difficile à relever.
L'autre point également qui me semble pertinent, c'est que tous ces changements, on peut les considérer que ils ne sont pas nécessaires, mais on peut au contraire prendre ces changements comme quelque chose d'assez formidable qui nous vient à nous et que l'on peut, célébrer finalement. Et cette célébration, cette reconnaissance que l'on fait dans la mesure où on fait, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face à ces défis, d'un point de vue de changement, je pense que c'est beaucoup mieux de finalement intégrer les employés pour pouvoir évaluer les avantages et les inconvénients de ces changements et qui permet donc d'y voir plus clair dans la manière de procéder. Et par exemple, dans les années 40, lorsqu'on parlait de perspective de point de vue de personnel, tous les changements que l'on proposait dans le changement de l'environnement externe, le, le fait d'ajuster peut permettre de, par exemple, si vous allez sur l'autoroute tous les jours, vous pouvez vous ajuster. Moi, par exemple, je suis ici au premier étage, donc dans mon bureau, c'est au premier étage. Ma mère, par exemple, était au premier étage lorsque je travaillais. Elle travaillait également. Elle m'appelait peut-être toutes les 10 minutes. Donc, elle descendait les escaliers. Moi, je montais aussi. Donc, c'était assez stressant. Et moi, j'ai déplacé mon bureau dans sa chambre, finalement. Et c'était beaucoup plus simple. Tout le simple fait de s'adapter, d'ajuster la situation un petit peu. Et quelquefois, on est assez résistant à évaluer et à accepter la situation telle qu'elle est. Et finalement, en changeant la situation, cela a permis d'avoir un grand bénéfice. Donc, prenez un petit peu le temps d'observer, regardez comment vous pouvez améliorer et adapter votre environnement, ajuster votre routine pour que ça soit un petit peu moins stressant pour vous. Marianne, une question pour vous. Concernant le mentorat qui a été donc proposé et mis en place dans la question intergénérationnelle, tous les employés intergénérationnels, à quel point cela est important de trouver donc ces systèmes de mentorat et comment évaluer justement toutes ces questions sur le lieu de travail. Oui, en effet. Alors, je pense qu'il y a d'autres endroits où je pense qu'un mentor peut absolument être essentiel et critique. Pour quiconque est nouveau, intègre une nouvelle organisation pour un nouveau rôle, eh bien, on doit lui assigner un mentor. Tout simplement parce que par rapport au temps de formation qui est absolument essentiel et critique, cela vous permet d'avoir une personne qui épaule et c'est essentiel. Le reste du temps, je pense que l'on doit proposer également des mentors à tout type de personnes, à tout le monde, et comment enseigner et sensibiliser les personnes sur ce qu'est un mentor et leur proposer sur l'ensemble de la carrière. Il y a personne ne va se présenter et dire voilà, je vais être ton mentor, mais au contraire, il faut aller de l'avant et proposer, demander des éléments importants et pertinents pour votre activité professionnelle. Donc, faites la démarche de demander les mentors sur votre lieu de travail. Je pense que tout le monde l'a vu. Le fait d'avoir un mentor, tout le monde voit que cela est important et on peut, nous, à notre tour, être potentiellement des mentors. Et en étant mentoré, l'approche, je dirais que la manière par laquelle la relation mentor-mentoré s'instaure, eh bien, est tout à fait propice à s'améliorer dans l'activité professionnelle. Merci. Très bien, je pense que nous passons à notre dernier A. C'est un concept intéressant, c'est le fait d'éviter. Alors, cela ne signifie pas qu'il faut éviter le changement, mais cela signifie que lorsque nous sommes confrontés à un changement important, nous pouvons nous aider à y faire face en minimisant les autres facteurs de stress. Nous avons parlé plus haut de ces 5 plus grandes causes de stress, par exemple. Nous avons toujours été dans des situations plus ou moins difficiles, que nous avons gérées avec plus ou moins de succès. Et pendant les moments de changement, nous avons tous vu nos amis, nos familles, ou voire même nous-mêmes, naviguer dans certaines situations avec plus ou moins de succès. Et pour moi, les moments où le changement m'a semblé le plus facile à gérer ont été ceux
où j'ai pu, conserver et maintenir des habitudes positives. Donc peu importe ce que la vie, vous apporte, il faut toujours faire de notre mieux pour suivre et éviter des choses qui peuvent représenter des obstacles qui nous empêchent de conserver une activité physique, heu, ou qu'il s'agisse de promenades quotidiennes ou des cours de finesse, de sport, d'autres activités ou des choses qui ont un impact vraiment sur notre choix, en matière de nutrition. Lorsque vraiment on traverse des, changements significatifs et si nous travaillons, il est important d'essayer de maintenir un bon équilibre de vie et entre vie professionnelle et vie privée, prendre, certaines pauses, et comme Marianne l'a dit, toujours essayer de prendre conscience qu'on doit pouvoir ralentir à tout moment et également être certain de pouvoir adopter de bonnes habitudes en matière de sommeil et éviter également de s'automédicamenter avec de l'alcool, par exemple, ou des drogues, ça, c'est très important et le fait de s'automédicamenter peut représenter également un haut facteur de stress. Donc tout ce que je vous préconiserais d'éviter, c'est également limiter l'utilisation, des médias sociaux, avoir une utilisation saine. C'est quelque chose, moi, que je n'aurais jamais imaginé, cet impact croissant sur les personnes. En quelques années, en 5 ans, de plus en plus de personnes me disent au quotidien que, eh bien, elles ne sont plus concernées personnellement, la famille, les amis ou les collègues sont touchés par les médias sociaux et il suffit de regarder, les personnes donc, attablées à côté de nous quand lorsqu'on est au restaurant ou les membres d'une même famille au cours d'une réunion, eh bien, les adolescents, ou les même tous les collègues qui ne participent à des, réunions, virtuelles, il y a vraiment une question d'hyperactivité, de surstimulation. Donc, si l'on sent déjà que l'on est, sursaturé, surstimulé, le fait de gérer le changement va être d'autant plus difficile. Donc, les réseaux sociaux, les médias sociaux ont contribué à exacerber ces sensations-là. De nombreuses études ont montré, avec ceux d'après le helpguide.org, des études ont établi un lien étroit entre utilisation intensive des médias sociaux, et un risque accru de dépression, d'anxiété et de solitude. Et cela favorise également des expériences négatives comme le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir gérer sa vie ou son apparence. Et également cela exacerbe les sensations de mauvaise santé physique ou de perturbations de sommeil, de sensations de fatigue. Et nous utilisons les médias sociaux quasiment, constamment. Donc, récemment, dans notre espace professionnel, on on a vraiment la sensation de ne plus être à la hauteur, de ne plus suivre le rythme et cela n'est pas bon pour nous, sans parler du temps que nous passons pour, conserver notre bien-être. Alors toutes ces, images et ce nous empêchent d'anticiper les questions de changement. Par exemple, si on ne voit pas les, personnes qui, tout tout cela nous contribue vraiment à gérer, à créer ce sentiment de solitude et d'isolement. Donc, Mélanie, je pense que vous pouvez nous partager quelques commentaires sur la manière de pouvoir éviter, ces comportements et de pouvoir anticiper sur les changements. De quelle manière on peut éviter positivement tout cela afin de pouvoir mieux gérer le changement et comment aider les autres à éviter de manière positive et éviter de manière négative ce qui les empêche de faire face au changement. Alors, il y a énormément à ce niveau-là et effectivement, beaucoup de personnes font face à une certaine résistance, mais vous savez, j'ai un collègue ici qui, lorsqu'elle voyage, dit: «Elle vide ou déplace le minibar puisqu'elle ne veut pas avoir de tentation de boire», puisqu'elle, est encore en cours de réhabilitation en matière de consommation d'alcool. Donc elle évite tout ce qui fait elle fait en sorte de, favoriser tout ce qui lui facilite la vie. Donc, si la tentation n'est pas là, eh bien je peux facilement l'éviter. Donc, il y a énormément de choses, de situations, même de personnes qui drainent littéralement votre énergie et cela signifie donc que vous n'allez pas forcément vous engager ou si vous aimez telle ou telle personne, bien c'est très bien, mais
si vous ne vous engagez pas, cela peut réduire certains éléments déclencheurs de stress. Par exemple, j'aime les réseaux sociaux, les médias sociaux, mais je limite mon usage des médias sociaux à des choses qui ne m'altèrent pas. Par exemple, il y a énormément de choses que je ne suis pas ou je n'accepte pas forcément toutes les personnes qui m'envoient leurs sollicitudes d'amitié, puisque je trouve que ça drainait mon temps, ça drainait mon énergie et c'est vraiment un impact complètement différent que d'avoir toutes ces images qui nous parviennent. Quelquefois, on est bombardé d'images sur les médias sociaux et cela vraiment est très négatif. Donc j'essaie plutôt d'avoir une approche positive, mais il faut savoir également, connaître, être conscient des avantages et des inconvénients. Mes enfants, par exemple, quelquefois, ils me stressent. Ce n'est pas une manière d'agir en tant que parent, d'être stressé vis-à-vis de ses enfants, mais si vous pouvez dire: «Voilà, je vais éviter de prendre mes enfants lorsque je fais mes courses, lorsque je fais mon magasinage, puisque il me stresse un petit peu plus, donc j'essaie d'avoir quelqu'un à la maison qui, s'occupe d'eux pendant que je vais magasiner». Donc il s'agit là d'essayer d'éviter les choses qui vont faire que votre situation, votre sensation va s'empirer. Donc, moi, je pense souvent à Tony Schwartz qui travaille sur la gestion de l'énergie. Et c'est tout à fait pertinent puisqu'il a étudié le fait que si vous prenez une pause, voilà, vous vous levez, vous allez prendre une marche, peut-être pendant 5 minutes, mais si vous faites une véritable pause, eh bien, votre productivité pendant les 90 prochaines minutes va être tout à fait exponentielle. Donc, en évitant de vous exposer, de vous forcer en prenant ces pauses, et en comprenant qu'en fin de compte, vous allez pouvoir être beaucoup plus productif. Donc, énormément de choses que l'on peut éviter tant que vous savez automatiquement que cela va être dans votre meilleur intérêt. Très bien, merci. Nous avons encore un peu de temps pour des questions. Nous avons abordé dans nos 5 A et nous allons, aborder les questions qui nous sont parvenues sur Slido. Y a-t-il des questions en français que vous voulez nous poser? Est-ce que nous poursuivons sur la liste? Je ne vois pas d'autres questions. Très bien. Oui, excusez-moi. Est-ce que nous pouvons juste souligner 2 questions ou regrouper 2 questions ici en une seule? L'une est: comment ne pas amener du travail à la maison chez nous à la fin de la journée, que cela a un impact sur mes performances, professionnelles. Donc peut-être tout simplement en pratiquant ces, 5 A et comment peut-on, heu, gérer tout cela au mieux? Alors Selim Kahi disait que c'est facile de dire non lorsque vous savez que cela aura un impact beaucoup plus positif. C'est-à-dire, moi, je mets ma priorité, sur ma famille après le travail. Ma priorité sur le travail, c'est ma famille. Donc je peux comprendre que moi, cela dépend de moi et prendre davantage de travail à la maison, cela va avoir un impact sur notre vie familiale, ce n'est pas facile à gérer. Donc toute activité professionnelle dont j'ai parlé de milliers de personnes qui ont toujours le temps de faire un petit peu plus de travail en extra et ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est lorsque cela est devenu la norme que vous devez prendre un peu de recul et dire encore une fois: «Voici tout ce que je dois faire, voici, tout ce que je dois faire dans le nombre d'heures qui m'est, attitré». Mais lorsque l'on pense: «Voilà, je dois, faire ceci, cela, tout le monde compte sur moi, ce que je fais également au niveau professionnel est important», donc il faut nous dire, qu'il est vraiment, de prendre compte que cela, c'est une situation particulièrement stressante et la plupart du temps, cela ne résout aucun problème. Donc c'est au contraire, c'est difficile. Mais il faut, vraiment travailler fort et être vraiment digne de ma famille, ou de votre relation. Donc c'est d'où le danger de prendre du travail à la maison. De temps en temps, occasionnellement, oui, mais si on le fait régulièrement, si quelque chose ne va pas, puisque c'est vraiment une prémisse vers un burn-out, vers un surmenage, ça c'est sûr. Donc, sur l'autre partie, Laura, je pense que vous posiez la question.
Non, je ne me rappelle plus. Quelle était la deuxième partie? Oui, comment comment ce qui se passe dans notre vie personnelle peut avoir un impact sur notre activité professionnelle? Par exemple, sur les, problèmes personnels qui prennent le pas par la suite sur l'activité professionnelle. Donc, nous avons tous nos, problèmes, nos questions que nous devons résoudre au niveau personnel. Donc juste si vous pouviez, aborder cette question-là. Oui, alors je crois vraiment que nous devons être capables d'être nous-mêmes sur notre lieu professionnel, sans avoir d'appréhension, de peur de quoi que ce soit. Je crois également que nous devons comprendre l'impact que nous avons sur autrui. Nous avons créé quelque chose qui s'appelle le processus d'accord en équipe, afin de pouvoir parler en équipe de la manière par laquelle nous voulons interagir, ce que l'on, ressent et quelle est l'expérience la plus favorable au niveau, professionnel et comment, respecter cela et ces différentes attitudes et différents comportements. Donc ce que cela signifie, c'est que si je traverse un moment difficile dans ma vie au niveau personnel, je n'ai pas à le cacher, mais il faut très clairement établir que cela ne doit pas impacter les autres également. Donc être, complètement hystérique et crier sur le lieu de travail ne va pas être accepté, effectivement, puisque cela, nuit, à l'environnement professionnel. Mais si au contraire, si on dit: «Voilà, est-ce que je peux parler avec toi lors de notre prochaine, pause? On pourra discuter, de ce que tu es en train de traverser ou pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et comment, l'adapter». Donc voilà, cela aura certainement un impact mais ce qui est important, c'est que cela n'aura pas d'impact sur les autres. Cela aura certainement un impact, une influence sur votre activité, sur votre attitude, mais, les autres n'auront pas à subir le stress que cela peut représenter pour vous. Donc, je connais énormément de personnes qui, souffrent de dépression, qui ont un grand sourire sur leur visage en tout moment et lorsque les pensées négatives arrivent à leur esprit, eh bien, ils font tout pour, gérer leur attitude. Donc il faut gérer l'impact que cela peut avoir sur autrui et si cela affecte votre travail, eh bien, si les distractions sont écartées, eh bien, alors vous pouvez juste vous concentrer et cela vraiment empêche ce stress de revenir. Dans votre activité professionnelle, votre travail peut se poursuivre si vous vous concentrez sur l'activité professionnelle en soi lorsque vous êtes sur votre lieu de travail. Nous avons Je vais, revenir sur la question suivante, parce que la question en dessous est peut-être plus pertinente par rapport à ce dont nous parlions. Comment soutenir ou aider les collègues qui expriment, des attitudes de langage négatives ou des sentiments, négatifs concernant le changement qui se produit sur le lieu de travail? C'est difficile quelquefois de rester positif lorsque les personnes sont négatives, n'est-ce pas? Oui, alors je dirais, pour les personnes qui ont une attitude négative surtout, je dirais: «Que feriez-vous à la place, donc qu'est-ce qui, d'après vous, permettrait d'avoir des améliorations ou, peu importe, s'il s'agit d'une nouvelle technologie ou s'il s'agit d'un déménagement de lieu professionnel, comment vous, vous géreriez tout cela? Et donc plutôt se concentrer sur les solutions plutôt que sur, les problèmes que cela peut représenter. Peut-être que ces mêmes personnes peuvent avoir des solutions formidables. Donc s'ils ne se sentent pas à l'aise sur le fait d'apporter des solutions, ben, peut-être que vous pouvez les y inciter. Voilà, regardons et repensons un petit peu aux avantages et inconvénients que cela représente et si vous ne voulez pas, vous ouvrir, la question, c'est que lorsque vous commencez à parler à quelqu'un de ces solutions, 2 choses vont se passer. Ou ils vont ne pas se plaindre auprès de vous parce que vous avez, changé, vous les avez identifiés ou alors ils ne vont plus se plaindre parce qu'au contraire, ils vont se concentrer sur des solutions probables. La prochaine question: comment, gérer les nouveaux impacts que la ménopause peut avoir sur notre productivité au niveau émotionnel et sur notre résilience? Et le commentaire, c'est que ce n'est guère la conversation à avoir lorsque l'on est, avec notre superviseur. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, il faut reconnaître que la ménopause est différente. Chaque femme réagit différemment à sa situation de ménopause. Lorsque ce que l'on doit faire, c'est vraiment penser à la manière par laquelle cela à la manière à l'impact que cela, peut avoir.
par exemple, j'ai une, une personne qui, m'a consulté, qui, était, transpirait beaucoup et qui apportait des vêtements de rechange sur le lieu de travail. Pour certaines personnes, c'est d'autres symptômes qui sont beaucoup plus manifestes, mais vous devez voir qu'est-ce qui a le plus d'impact sur vous et vous devez, eh bien, trouver quel type de solution vous pouvez, trouver, ce que vous pouvez faire. Si vous regardez, par exemple, le succès, le soutien auprès d'employés le le soutien de succès de certains employés, vous pouvez, vous, concentrer, penser si cela peut avoir vraiment un impact dans votre aptitude à vous concentrer, à interagir avec les autres, à respecter les délais et même énormément de suggestions vis-à-vis des outils présents. La ménopause est un processus tout à fait naturel. Cela passera, ça peut durer quelques années, mais essayez de voir de quelle manière vous pouvez l'accepter et c'est tel que c'est ou adapter la manière par laquelle, vous pensez à votre ménopause. Cela fait partie de la vie, donc qu'est-ce que l'on peut faire pendant que cela arrive? Quelles sont les autres situations pour y pallier? Si vous voulez changer de vêtements pour être certain d'avoir toujours des vêtements, secs sur vous ou même d'un point de vue, médical, voir s'il peut y avoir un traitement médical qui peut être, effectué. Il y a toujours des situations qui doivent être, résolues et prises à bras-le-corps comme toute autre situation dans les situ dans vos, dans votre vie. Une question qui a attiré mon attention concernant le fait d'être, de jouer, de pouvoir agir en équipe, heu, comment être un meilleur tra comment intervenir mieux en équipe alors que vous sentez que vous êtes un petit peu exclu de l'équipe? Alors, cela, concerne votre sens de l'inclusion au sein d'une équipe. Donc, l'interaction au sein d'une équipe et comment les gens peuvent, bien s'entraider au sein d'une équipe et ça, c'est une question de leadership. Le leadership doit garantir la cohésion ou la concurrence. Comment cela a un impact au sein de l'équipe? Donc, cet outil-là vous permettra d'évaluer comment les membres de l'équipe se sentent et s'ils sont, ça peut être fait de manière confidentielle, anonyme et quelles sont les ressources qui peuvent être utilisées pour procéder, entamer un processus de changement. Alors, en tant que leader, vous n'avez pas forcément la capacité d'avoir un impact, psychologiquement, cela ne va pas forcément aider l'équipe, mais vous si vous ne vous sentez pas inclus au sein de l'équipe, eh bien, pensez à la raison pour laquelle vous vous sentez ainsi. Pourquoi finalement? Quelles sont donc les mesures, les comportements mesurables et observables? Quelles sont donc les actions qui ont contribué à cela? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre et expérimenter pour ne plus vous sentir ainsi. Lorsque vous avez analysé cela concrètement, quel est l'impact que cela a sur vous et comment, cela peut affecter le changement et de quelle manière vous pouvez interagir en demandant, par exemple, pour des choses qui peuvent être améliorées. Je sais que tout le monde est très occupé et lorsque nous nous réunissons au cours d'une réunion d'équipe, eh bien, on parle, de ce que les personnes de haut niveau doivent faire, mais je pense que pour certains d'entre nous ici qui n'ont pas eu la chance de, partager, d'échanger sur ces questions-là. Donc est-ce que l'on peut changer la dynamique des réunions afin de consacrer un petit peu de temps à chacune des personnes? Voilà, ce genre de choses. Mais lorsque vous vous plaignez de quelque chose, les gens l'entendent d'une certaine manière. Ou bien vous leur demandez d'un, soutien, ou bien vous leur demandez un soutien, ou alors ils vont vous aider, ou alors ils vont pas du tout vous aider et pas vous inclure. Donc ça, c'est des décisions, différentes. Ça va être l'une des 2. Donc voilà, peut-être que cela va vous permettre de prendre conscience à quel, type vous appartenez. Disons que c'est un ensemble, un univers psychologique. Ils en les leaders d'équipe n'ont pas forcément conscience de la manière dont vous vous sentez. Donc, ils seront souvent ravis de venir en aide, tout simplement parce qu'ils n'auront même pas remarqué votre situation. Une autre question, quelles sont les stratégies pour pouvoir
parler à mon gestionnaire concernant, les choses pour lesquelles je ne suis pas tout à fait satisfaite. Alors, lorsque vous parlez à votre gestionnaire, nous savons du point de vue de notre intelligence émotionnelle que sur différentes enquêtes en matière de burn-out, de surmenage, généralement de gestionnaires sont, très, très stressés et particulièrement surmenés. Donc, lorsque vous venez vers eux et vous leur dites: «Voilà, je veux être un meilleur employé et j'ai besoin, je pense, de ceci, cela pour y parvenir», je me demande si on peut en parler afin de voir si ces éléments sont possibles. Donc, ne vous présentez pas à votre gestionnaire de manière, plaintive, c'est-à-dire ne pas vous plaindre d'entrée, mais plutôt montrer que vous voulez être un meilleur employé. La question suivante concerne le manque de formation. Comment, gérer, heu, tout cela donc dans les environnements professionnels lorsqu'il y a vraiment un manque de formation, un manque d'entraînement manifeste? Alors, se poser la question: «Est-ce que je peux suivre la formation? Est-ce que je peux suivre l'entraînement?» Puisqu'en matière de gestion de risque, je crois que j'ai besoin de cette formation pour pouvoir être beaucoup plus efficace pour répondre à ces défis qui me sont demandés. Alors peut-être qu'il n'y a pas de temps, peut-être que le budget, n'y est pas non plus. Alors pour moi, je trouverai j'essaierai de trouver en ligne ce que je peux faire à mon niveau si je veux, avoir le succès escompté. Il n'y a pas Donc je dirais, que je dirais, voilà, je montrerai ce dont j'ai besoin. Ou peut-être, se préparer davantage qu'une personne qui est déjà tout à fait compétente. Et si vous pouvez, procéder à une entrevue avec ces personnes-là et comprendre ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles font différemment. S'il n'y a pas de budget, pour, que vous soyez formé, eh bien vous n'allez pas rester être coincé vous n'allez pas rester coincé sur place comme ça. Vous allez devoir évoluer. Alors peut-être notre dernière question, vous avez déjà abordé un petit peu cela, mais comment pouvoir anticiper, sans être constamment, anxieux, concernant ces changements possibles? D'une manière saine, comment pouvoir anticiper les changements qui s'en viennent? Peut-être qu'on y a déjà un peu, répondu, mais, peut-être que vous avez d'autres conseils, heu, remplis de sagesse. Alors des conseils remplis de sagesse, je dirais que voilà, tout simplement prendre conscience que les choses arrivent. On n'a pas toujours, nécessairement besoin de visualiser ce qui nous parvient, ce qui nous vient dans la vie. Ce qu'il faut faire, c'est que lorsque ces changements surviennent, ces changements arrivent, se dire: «Oui, OK, voilà, ces changements arrivent. Je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait arriver. Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment en tirer le meilleur profit? Ma mère est en train de est moribonde. Qu'est-ce que je peux, apprendre de cette situation?» Ou, si quelqu'un est parti, soudainement, eh bien, comment, tirer, profit à ce niveau-là? Qu'est-ce que je peux faire en son honneur? Et respecter leur esprit, respecter, ce que ces personnes ont fait. Ne pas être résistant au changement, en particulier lorsque ces changements surviennent. Il faut, on peut anticiper en visualisant, ces changements. Mais lorsque ces changements arrivent, eh bien, avoir conscience que vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant et retirer, le meilleur, donc pour le restant de votre vie. Merci beaucoup, Marie. Il nous reste une petite minute, donc nous allons, conclure juste en vous rappelant que vous avez un lien donc de référence et que vous pouvez le voir ici à votre écran, disponible en français et en anglais pour les questions de santé mentale. Énormément de ressources disponibles sur ce site internet. Donc merci beaucoup Marianne pour votre intervention comme toujours. Nous vous informerons de notre prochain, webinaire lorsque nous aurons tous les détails. Dans le même temps, vous pouvez, vous attendre à une version en ligne de ce webinaire si vous voulez,
les, consulter à nouveau si vous voulez informer même vos collègues ou amis, pour, se joindre au prochain séminaire. En tout cas, nous vous remercions de votre participation.